So the first panel of today's event, it is about the specific nature of the nuclear investments, and we have the honor of having with us today Mr. Jacques Percebois, Mr. André Nantek, Mr. Bertrand Charmaison, and Mr. Hurelbeck. Yes. Not to lose time, I will invite to give us the first presentation to Mr. Jacques Percebois. Mr. Percebois is an emeritus professor at Montpellier University and director of the Energy Economics and Law Research Center. In 2011, he was asked to lead a panel with Claude Mandil, the former executive director of the IEA, which led to the report Energies 2015, an overview of energy scenarios for France in the next 3 decades. And today he will be elaborating on the future financing of the French fleet and the regulated asset base. Please. Okay. The floor is yours. Thank you very much. Bonjour à tous. Je vais parler en français, même si j'ai fait des slides en anglais. En fait, les slides sont à l'appui de mon intervention. Je ne vais pas les lire. C'est simplement parce que si on reproduit les documents, comme ça, ils sont prêts. Je vais évidemment redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Le paradoxe, je dirais, dans le domaine de l'énergie, c'est qu'on prend des décisions d'investissement sur la base, en principe, du coût moyen actualisé, mais qu'en pratique, le prix du marché de gros, c'est-à-dire le prix spot de court terme, qui lui est calé non pas sur le coût moyen, mais sur le coût marginal, devient un peu le critère de référence. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté dans le choix des investissements, ce qui conduit à privilégier évidemment les investissements dont le délai de récupération des fonds investis est relativement court. Alors en fait, le LCOE, c'est un bon critère, mais il est incomplet. Et il est nécessaire, mais ça a déjà été évoqué, d'introduire ce qu'on appelle les coûts systèmes, de tenir compte aussi des externalités. Et donc, en matière de financement, mais Louis Gallois l'a rappelé, il faut réfléchir à de nouveaux mécanismes, même si certains mécanismes aujourd'hui utilisés sont prometteurs. Alors, ça a été rappelé, le LCOE en tant que tel est insuffisant parce que pour des investissements pour lesquels le coût en capital est très élevé, ce qui est le cas du nucléaire, mais aussi des renouvelables, on l'oublie souvent, eh bien, le LCOE, je dirais, pénalise les investissements dès que le taux d'actualisation est relativement élevé. Et donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour les renouvelables, on utilise des feed-in tarifs, c'est-à-dire qu'on les aide. Alors, tout ça a un impact sur le fonctionnement du marché de gros. Et ça a été rappelé, la volatilité sur les marchés de gros, on le constate aujourd'hui, eh bien, conduit à des difficultés de choix d'investissement. Donc, si on veut prendre le LCOE, il faut prendre un LCOE, je dirais, généralisé, c'est-à-dire introduire les externalités négatives. Alors on le fait pour certains investissements. On le fait par exemple pour les investissements qui émettent du carbone, puisqu'il y a un prix du carbone qui normalement doit être intégré, mais on n'intègre pas le coût de l'intermittence. Et donc il faudrait faire la même chose pour les renouvelables. Et donc il faudrait en quelque sorte intégrer le coût de l'intermittence de façon objective, y compris d'ailleurs sur le marché spot. Sur le marché spot, on n'intègre pas le coût de l'intermittence. Alors j'ai fait une petite simulation, là, c'est un petit document avec un collègue, qui montre que le choix du taux d'actualisation a un impact très fort, et notamment, même si on augmente le coût de l'investissement, si on augmente la durée de construction, eh bien, on pénalise les investissements à rentabilité lointaine. Ça, c'est le gros problème. Les investissements dont le coût en capital est élevé constituent une barrière à l'entrée. Et dès lors qu'on modifie le taux d'actualisation, indirectement le taux d'intérêt, ces investissements sont par nature pénalisés, ce qui n'est pas le cas, je dirais, du coût de fonctionnement. Alors, dans le calcul du merit order, en général, on fait le merit order comme ça sur le marché de gros, c'est-à-dire que eh bien, les énergies intermittentes, solaire et éolien pour faire simple, sont des énergies dont le coût marginal est nul ou quasiment nul. Et par conséquent, le prix d'équilibre est calé sur ce coût marginal
ce qui explique qu'à certains moments, d'ailleurs, on ait des prix négatifs. En réalité, il faudrait introduire les coûts externes. Alors, on introduit le coût du CO2 maintenant sur le marché de gros. Donc, ça pénalise évidemment les investissements qui sont carbonés. Mais si on introduit le coût de l'intermittence, on s'aperçoit que le nucléaire passe avant les renouvelables. Alors, on a fait quelques simulations avec un collègue. Il y a des publications, alors, soit dans une revue française, soit dans des articles en anglais, où, en faisant un certain nombre d'hypothèses sur les externalités négatives, on s'aperçoit que les renouvelables, même en coût marginal, passent après le nucléaire. Bien sûr, si le prix du carbone est élevé, les énergies carbonées passent nettement après. Alors, l'autre élément important, c'est de prendre en compte l'écosystème et les services systèmes. Les services systèmes, c'est notamment le fait que les centrales pilotables contribuent à l'équilibre du réseau. Je crois qu'il y a une étude qui montre que le nucléaire français aide beaucoup à l'équilibre du réseau européen, au maintien de la fréquence sur le réseau européen. C'est un service système qui n'est pas rémunéré. Donc normalement, il faudrait rémunérer ce service système. Et on s'aperçoit que les choix qui sont faits aujourd'hui peuvent conduire dans le moyen long terme à des difficultés importantes, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, on risque de se retrouver assez rapidement, dans les prochaines années, à devoir gérer deux inconvénients, deux grands problèmes: une insuffisance de capacité pilotable aux heures de pointe et un excès d'électricité intermittente aux heures creuses. C'est-à-dire qu'on aura trop d'électricité en période creuse qui sera injectée parce qu'elle est prioritaire, et donc il faudra s'en débarrasser si on veut éviter des prix négatifs durables. Et à l'inverse, on n'aura pas assez de capacité aux heures de pointe. Alors, quels sont les mécanismes qui, aujourd'hui, sur le plan financier, je dirais, sont utilisés? Alors, bien sûr, il y a le mécanisme traditionnel où l'opérateur fait l'avance de l'investissement, c'est lui qui prend les risques. Et la difficulté, c'est qu'il doit commencer par faire des dépenses et la rentabilité vient au bout d'un certain nombre d'années. Donc, c'est là la difficulté, c'est ça la principale barrière à l'entrée. Donc, les mécanismes qui ont été utilisés, ça a été rappelé, c'est le contrat pour différence qui a été utilisé à Hinkley Point, par exemple, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'opérateur, certes, avance les fonds, mais il a la garantie d'un retour sur investissement parce que l'État lui garantit un prix fixe pendant une certaine période. Alors, tout n'est pas réglé pour autant, parce qu'il faut quand même faire l'investissement initial, trouver les fonds. Il faut ensuite s'assurer que le prix garanti sur longue période est un prix qui couvre les coûts, parce que s'il y a dérive des coûts, évidemment, le prix garanti n'est pas suffisant. Et ce système peut être préjudiciable, par exemple, aux contribuables, aux consommateurs. C'est un problème de partage des risques, comme l'a bien rappelé Louis Gallois, parce que si le prix garanti est très supérieur au prix du marché de gros, à ce moment-là, c'est le consommateur ou le contribuable qui doit verser la différence, comme pour les feed-in tarifs. C'est ce qu'on observe d'ailleurs tout simplement pour les renouvelables. À l'inverse, évidemment, l'opérateur peut, lui, devoir reverser au contribuable, je dirais, une partie de la différence si c'est le prix du marché qui est très supérieur au prix garanti. L'autre système qui est intéressant, qui mérite d'être exploré, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la barre en français, c'est-à-dire la base d'actifs régulés, qui consiste à financer les investissements de production comme les investissements de réseau. Qu'est-ce que c'est la logique du réseau ? Le régulateur calcule une base d'actifs régulés et chaque année, il applique un WACC, il applique un taux de rendement interne. Il a un certain nombre de fonds à récupérer et c'est le consommateur qui, au fil du temps, paye l'investissement. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire l'investissement total au départ. On fait les investissements au fil du temps, c'est ce qu'on appelle le pass-through. Et donc, c'est un système qui peut être intéressant parce qu'on y intègre dès le départ un taux de rendement du capital. Ça signifie que l'opérateur est rémunéré dès le départ. Ça, c'est absolument fondamental. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de risque. Le risque, il est supporté par le consommateur. Parce que s'il y a un dérapage des investissements, si ça coûte plus cher que prévu, bien évidemment, c'est le consommateur qui va payer. Mais c'est un système qui, je dirais, incite à investir peut-être plus facilement. Un système qui, à mon avis, mérite tout à fait d'être régulé. Alors, on peut trouver d'autres systèmes, ça a été rappelé. Au fond, est-ce que ce n'est pas à l'État d'aider directement et d'appliquer, par exemple, un système de feed-in tarif pour le nucléaire comme pour les renouvelables?
Le système des PPA, c'est-à-dire des systèmes de Power Purchase Agreement, c'est-à-dire qu'on répartit les risques entre plusieurs financeurs qui, en contrepartie, ont la garantie de bénéficier de kilowattheures. Le problème, c'est que ce système est séduisant, mais sur le très long terme, il est quand même difficile à mettre en œuvre. Alors la France a une difficulté particulière parce que on a mis en place un système pour financer, je dirais, les investissements dans l'électricité. C'est notamment, comme vous le savez, le système de l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est un système qui permet aux concurrents d'EDF d'avoir accès au nucléaire à un coût relativement bas. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur la réforme de l'AREN. Il se trouve que c'est un système que je connais un peu puisque j'étais dans la commission Champsor qui a été à l'initiative un peu de ce mécanisme. Soit on arrête l'AREN aujourd'hui, on dit l'AREN a joué son rôle, maintenant c'est terminé, il faut le supprimer. L'autre système, c'est d'augmenter le volume de l'AREN en donnant un peu plus d'accès au nucléaire aux concurrents d'EDF, mais ça suppose de revoir évidemment le prix du mégawattheure. Le dernier système, c'est de dire au fond, le nucléaire c'est tellement important qu'il faut faire 100% d'AREN. C'est-à-dire, au fond, ça revient à considérer que le nucléaire est une essential facility au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire une infrastructure essentielle qui doit être mise à la disposition de tous. Et donc, c'est au régulateur de fixer le prix auquel le nucléaire doit être vendu, sachant que tous les fournisseurs auront accès à l'AREN. Alors, je crois qu'in fine, ça montre l'intérêt des contrats à long terme. D'ailleurs, si on en voulait une preuve, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de gros. Les Européens critiquent la Russie en disant « la Russie ne nous livre pas tout le gaz qu'on veut », mais on abandonne un peu les contrats à long terme. On a tendance à privilégier les contrats spot. L'avantage des contrats à long terme, c'est que, bien sûr, ils sont indexés. Ils peuvent être indexés sur différents critères. Mais en même temps, ça engage le fournisseur comme l'acheteur. Et donc, peut-être ces contrats à long terme qu'on a tendance à délaisser un peu. La Commission européenne n'aime pas les contrats à long terme, hein, ça c'est une évidence. Je crois qu'il faut réfléchir, au fond, aujourd'hui, à de nouveau des contrats à long terme. Et je dirais en conclusion que si il faut faire des recommandations en matière de centrales électriques pour le futur, parce que la demande d'électricité va augmenter, il faut réfléchir en effet à ce que on ait affaire à des centrales qui soient, entre guillemets, nationales, c'est-à-dire dont le coût de fonctionnement ne dépende pas d'énergie importée. Je fais allusion évidemment au gaz. Il faut d'autre part des centrales qui soient pilotables. Ça, c'est fondamental parce qu'on manque et on va manquer de capacités pilotables, notamment aux heures de pointe. Et il faut faire enfin référence à des centrales qui soient décarbonées, puisque l'objectif, c'est la transition vers une économie bas carbone. À part le nucléaire, il n'y a pas beaucoup de centrales qui remplissent les trois conditions simultanément. Merci. Thank you very much, Mr. Perceval. With your permissions, do you hear me now? Do you hear me now? Okay, thank you. So, yeah. Our next speaker, it is Mr. Andrej Notek. He's joining us by Zoom. Mr. Notek is a Czech politician who is the member of the European Parliament since 2019. He is serving on the Committee on Regional Development, and he will deliver us a speech on nuclear in the Czech Republic, focusing on the public service missions given to the nuclear in his country and on the ČEZ company. Mr. Notek, are you with us? Okay, thank you very much, Elias, for the floor and of course for the possibility to share the situation around the nuclear investments in the Czech Republic. I'm very honored at this occasion. For your question, clear answer. Yes, it is a public interest to have nuclear power. It is a public service and it is absolutely key for our republic. I will explain why, and I will get to the concrete projects. If you look on today's energy mix on the Czech Republic, it's coal and nuclear. Electricity production is formed by 80% of the energy mix, and the energy mix creates 55% of the energy consumption. And the nuclear figures are 35% of the electricity production and 20% of the consumption. We are industrial, including energy-intensive industries, also those that would be nice to have post 2050, for example.
today, the Republic, in relative figures, is one of the biggest EU electricity exporter. If you look on 2015 and we count only on our, let's say, renewable possibilities, we will get into certain trouble, especially because of the state demanding parameters of the renewables and our geographical given conditions. We know today that we will be able, even if including all these energy efficiency measures and all other climate measures, we will be able to produce only 50% of the needed energy in 2050 from renewables. And now we are also to choose whether we will be vastly energy insufficient, we will have to import energy from the United States. Question mark, will the United States have enough energy for themselves and then to export? So it is by public not acceptable to remain vastly insufficient. Second possibility is to have more renewables coming the cost of, for example, forests or lakes or agricultural land. But of course, all of you must understand that this is not also acceptable for the public. So then we have only one last choice, and this is to build nuclear bombs. And this is the reason why I said in the beginning that it's a very strategical public interest to have a nuclear power plant in Czech Republic. For the future, we plan to build conventional blocks. The one is about to be started. Of course, depending also on the development in France. First, small modular reactors, mainly in France, we will be able to make 30s or around 2040 to also build small modular reactors, either for primary energy production or also for the heat. Question central heating in Czech Republic, very important, and millions of cities are dependent on central heating. So this is also very clear aspect. And taking into consideration the strategical importance, we must find also a very good and adequate financing for that. So today, the nuclear power plants they are owned by a company, ČEZ, which is a company mainly owned, majority owned by the state, by Czech Republic, and they are supposed to be the investor of this first new block built after a long time in the Dukovany site, which is the oldest one, also with the Temelín site of borders, which is the newest. So the new commission block is about to be built in Dukovany. ČEZ, state-owned company, is investor, and now there is a notification process with the European Commission to agree on parameters of the payment model. Of course, we must follow the state aid rules, so it is not an easy question. The idea is that ČEZ, as an investor, would lend money, firstly from Czech Republic, because the state has conditions for lending money, and also from the private sector. The ratio will depend on the negotiations with the European Commission, and also on the outcomes of the taxonomy, delegated, hopefully delegated act, which is like topic, hot topic as well in Brussels, as probably all you know. We have promises from Commissioner in charge on the joint and on hearing in European Parliament that there will be a delegated act, complementary act, which will take care about the nuclear. So also that will put influence the concrete figures in the negotiations. Second aspect of the state aid is having guaranteed and predicted
electricity, which will be guaranteed to have possibility to pay the cost for the power. Of course, there are other parameters for the guaranteed price, which will the market pay for the electricity will change in the time. The parameters must be found, and also which period are we talking about, 4 years, 6 years, or other figure. So this is the key aspect now. Our experts are in negotiation with the European Commission, and we believe to have the deal soon in order to go on with the project. As a last point, I would like to offer also European Parliament based study of EU planning by 2050, which was prepared by 2 political groups in Europe and the ECR, and have specific figures on the effectiveness of nuclear power, and as a result, it is clearly said that it is a cost effective parallel to renewables and also lowering solutions. Second, add value of this study is that it deals with the space demand, and it helps to understand the issues and space demand of specific renewables in 2 countries, Czech Republic and Poland, which, let's say, make the debate, energy debate in Europe more fruitful, because from certain corners of politicians we can hear only about the advantages of renewables and only disadvantages of any other energy sources. And of course, myself coming from industry, from business, I know that the world is not that wide. So also renewables have some risks which need to be addressed. And at the end, you will get, for some countries, it's simply necessary to have a balanced energy mix, which is low carbon, and this is renewables plus the nuclear energy. And this study also gives the answers. Once again, I really apologize for the provisional conditions. Hopefully you can hear me well, and the takeaway message to me was wonderful. Thank you very much once again for the occasion to speak among so much distinguished experts. Once again, thank you very much. Thank you very much, Mr. Notek. I would take, because Mr. Notek unfortunately can't stay with us until the end of the panel. If there are any questions from the audience for Mr. Notek, please address it now. If not, for the other panelists, I will invite you to do that at the end of the panel. We do have a question, please. Merci beaucoup. Je m'appelle Mohamed Rajaï Barakat. Monsieur Kotek a parlé des risques de l'énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer un peu brièvement quels sont ces risques? Parce qu'en tant que consommateur, en tant que membre de l'opinion publique, on n'est pas au courant de tout ça. Et alors, d'autre part, je vois que maintenant, une information que la Commission européenne vient d'adopter le plus grand plan de l'énergie verte. Que faut-il faire pour impliquer le nucléaire là-dedans? Parce qu'apparemment, il n'est pas impliqué. Thank you very much for the question. Is it possible to translate the question that I can answer? Because the written translation was very not okay to understand the question. So you didn't understand the interpretation, please? Yeah, exactly. The interpretation was
too far from the question. I mean, the written interpretation, so maybe someone English and repeat the question in English, or the main part of the question. Okay, I will try to summarize, please. One of the speakers of both languages, correct me if I'm wrong, but my understanding, or if it is someone here who's ready to take over the interpretation. If not, I'll do it. So my understanding about the question is that it was about the mixture of renewable with nuclear, and which is somehow isn't considered as the best one by you, as, or at least that's what it was understood from the presentation. The risk of renewable energy. The risk of renewable energies. Which is the risk of the renewable energies? What are the risks? What? Okay. Too much. I can ask it again. Yes, please. I think it would be better. Yeah, thank you very much. My first question was, you spoke about the risks of renewable energy, but for us as consumer or as a public opinion, we never hear about these risks. Governments and media present this, especially the Greens, as a perfect solution to the pollution. And the other question is that the Commission adopted a few hours ago the most important green plan. What have you to do so as to include nuclear energy in this green plan? Otherwise, it means that it continues to be dangerous. I speak about the nuclear energy. Okay, I think I now understand the question. So it is safe to have a balanced mix nuclear energy produces stable and low operational costs for the industrial costs are higher. Renewables maybe especially focusing on wind and solar because those could be the main issues probably. They are very unstable. So having this mix is the only solution to have a stable and also renewable and low carbon energy mix. When it comes to the risks with renewables further, it's as I mentioned the space demanding. We simply do not have enough space for the energy that we will need. Concerning the second question, it is our most effort to include nuclear in the solution. I mentioned already the taxonomy. This is the most strategic one because it reflects also the cost approach and also possibilities of the businesses to work with the nuclear. If that is not covered, we will basically put aside and risk that in Europe we will create new curtain, not this time an iron curtain, but so-called green curtain. Actually, this is what no one wants. Of course, there are risks on the nuclear side, and it's very legitimate to debate the risks. It's very legitimate to require solutions, but also there must be some solidarity. We can move over in the Union as member states together if there would be member states that simply from ideological reasons cannot accept the need for some countries to have nuclear energy. And I believe that in time this will be resolved. Thank you very much. And we also have another question. Just one more question, please, from the audience, from Zoom, the Zoom public. Yes, all the
explain deeper. I mentioned France because, to my knowledge, France is the closest to having a small modular reactor, and therefore the experience and also the development in France, how fast it will go, will clearly determine the possibilities of also to join such path. So let's say the development of SMRs in Europe, in my understanding, is dependent on the success of development of data technologies in France. In Prague, we have a nuclear research institution, as a very established one. There are also like projects being prepared and calculated for from 50 to 200 megawatt reactors, also just for heating, for example, for make electricity production. But as I said, probably the first reactors will be in France, and the way France will be able to progress with the small modular reactors will be the key factor for other member states to build this very interesting technology. I'm really looking forward to see once in a while. Thank you very much. I know that you have a hard stop, but we do have one more question from the audience. Do you please? Yeah, oui, pour André, mais il a un... Yeah. Okay. Oui, excusez-moi Daniela, j'ai une réaction-question. J'ai entendu Saïd Aboussal, on l'aime bien ici, mais je suppose que c'était une provocation de sa part, de nous dire que la République tchèque peut compter sur la France parce que notre président vient de décider d'un SMR. Bon, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que la République tchèque aura besoin de SMR, sans doute pour les réseaux de ville, il nous l'a dit, mais il a besoin aussi de 2 réacteurs de 1000 mégawatts. Donc ça, c'est pas le SMR. Est-ce que la République tchèque pourra compter sur la France pour ça, oui ou non? Et sinon, avec qui elle va construire ces réacteurs? As I said in my previous basic speech, the Republic is about to build those, as I call, typical conventional reactors, around 1,000 megawatts. The first one which we are going to build is necessary because the nuclear of this reactor first will finish. It's already prolonged, so we simply have to do it. But for sure, we will extend also in the melting power plant, the conventional reactors, and on the top of this, as well in parallel, to have small modular reactors like answer to regional needs. For example, look for fertilizers, very energy demanding production, and they are now run on basically coal. And fishing gas is not a permanent solution, so it can happen that for this situation we will build small modular reactors. And also in some regions, like you have a water treatment company, you can have a small modular reactor in the future. So we count on both technologies, both types of reactors, those conventional 8-1 and also the SMRs. But as I said again, this is something new, and we will only be able to go with the partners, the others, the bigger players who are working with technology longer and more capacities. Of course, we can contribute to joint projects and so on. So it is not that just we are waiting, but of course we are not the leaders in the process. We are reality, and that's it. Thank you very much. Okay, I thank you very much. And with that, we have a very vivid discussion, but unfortunately we have to move on. We have some timing to keep. The next speaker is Mr. Jacques Maison, who's the director of the CEA Institut de Technico-Économie des Systèmes Énergétiques, who will share
who will share his insights this time on the challenges for the nuclear research. And of course, and also he will discuss the importance of the research in the decarbonization. Please. Thank you very much, Daniela. Thank you very much for the invitation. It's okay. So today I will talk about financing research in the nuclear energy sector. Well, as we all know, more and more states are making firm commitment to reach zero carbon by 2050, 2060, meaning completely changing the energy world, reshaping it in 30, 40 years of time. So it's a huge challenge. So where are we now? We need to find a path to a zero carbon world, but, well, let's face it, we are in the mist still. The path is all but obvious. We need to find a way to decarbonize the system, which is still reliable and affordable. Just to stress today that we are seeing that in China and India, for example, when there is problem or risk of shortage, they rush to coal to prevent shortages. What do we see also when we see price spikes? We see that the government have to intervene in order to keep. C'est bon? Sorry for that. So we are in the mist. Me too. Okay. Okay, so what is our role as researcher? Our role as researchers is to try to see clearer through that mist, to try to identify paths to go to find a way which will be reliable, sustainable, and affordable. And the good news is we are more and more convinced that this way is existing. It will be a narrow way. We'll need to go through it, but there are more and more signs that it exists. There are proofs. And let's look at one of these scenarios. What is Agence Internationale de l'Énergie, International Agency, saying? Demonstrate with their net zero carbon scenario that there is a way to limit global warming to 1.5 degrees. But there are conditions to meet that way. And one of these conditions is to rely on technologies and to massively increase research efforts. Because as they stress, in this scenario, about half of the technologies that are needed by 2050 are either not developed or more often not developed at scale. So a massive effort must be done. And they stress that this effort has to be done now. To be ready by 2050, this is the time to scale up massively the R&D efforts. And IEA gives a figure which is a need to go from $25 billion research effort per year to $90 billion in this coming decade. So it's multiplying by 3 the efforts that are needed. So what about nuclear? Well, if we look again to this scenario, to this net zero by 2050 scenario from International Agency, nuclear is part of the solution. They forecast a strong increase of renewables, wind and solar, but they also see a doubling of nuclear production by 2050 in order to reach the target. But they are not alone. There are other scenarios. Let's look, for example, at what Bloomberg is saying. So Bloomberg provides as well 3 scenarios that would bring us to carbon neutrality by 2050. And then what we see is that in all these scenarios, there is nuclear power. In their gray scenario, there is a very strong increase in renewable. In green, there is a very strong increase, but maintaining of nuclear power. In their gray scenario, they see development of carbon capture and storage and still approximately a doubling of nuclear power. And then what is new for Bloomberg, they come with a third scenario, the so-called red scenario, where there is a huge surge in nuclear power. Why? Because nuclear power will be needed to produce clean hydrogen, low-carbon hydrogen that will be necessary for the system. And Bloomberg states that basically the future is most likely a combination of these 3 scenarios. So
in all cases, when we try to project, when entities make exercise to see what the future could look like, nuclear has a strong part into it. So now, why doing research in the nuclear sector? Well, you might say nuclear sector is a mature technology. Well, we need to make research to implement some new solutions at scale by 2050, because this is what is needed. So SMR, we already talked about it. So here, the sketch of the NEWARD project led by EDF, but there are other big areas of research. For example, flexible nuclear fuels. It's clear that in the future, in all scenarios, there will be more and more renewable and more intermittency. So nuclear must be able to react very quickly to the change of pattern driven by the strong presence of intermittency, and we need more flexible nuclear fuels. Another example of areas of research is advanced simulation, digital twins. This is a way to improve maintenance, to reduce costs, as in many industrial sectors, but this is also the case in nuclear. This is a strong area of research. And finally, and very important, we need to go beyond electricity. Exams show that the full decarbonization of a system can be affordable and reliable. That was the French example shows for the electric sector. But now we are talking of decarbonizing the entire economy. So we need to move forward. We need to find electrification will not do all. There will be some needs to decarbonize heavy transportation, to decarbonize industries. So using nuclear to produce heat, using nuclear to produce hydrogen, or recombining this hydrogen with, for example, CO2 that can be captured to produce green molecules, to produce e-fuels, is part of the future. And this is as well a strong area of research that need to be done in the nuclear sector. Just a quick word. What does a researcher, even if it's aim, actually, a researcher does research in many scientific areas. I will not depict all, but there are many areas for research a researcher is focusing on. And when you do research, from time to time, it happens that you find. And when you find, sometimes it will be for the nuclear sector, but the benefits are not limited to the nuclear sector. We have many examples in CEA's research, for example, in materials or in calculation codes, that what has been found has been applied to other sectors. For example, calculation codes developed for the nuclear reactors are now widely used in the aeronautical sector. So everything is clear. We need more finance. There are positive effects, and it is needed. What is happening now? Let's look at facts. Euratom budget is going down. Okay. I just sketched depicted on the next 5 years. I divided by 3 more or less. You see that you have slightly less than 300 million euros per year. And we also see that a large part of this budget is dedicated to nuclear fusion. Again, what we need is solutions by 2050. I hope nuclear fusion will be there by 2050. Unfortunately, it's not certain that it will be deployed at scale at that time. So we really need to improve, to increase the research efforts. And what we see is what is happening in Europe in a way. Very different things appear in other parts of the world. Let's look at the US. Let's look at the US effort in research. What do we see? They doubled their effort in 5 years. By 2022, their budget for the DOE only should be $1.8 billion a year. It's roughly 6 times the Euratom effort. It's increasing, and it's not the same scale, by the way, you notice. If you look at the scale, basically, if you take all the Euratom and you just point it towards the efforts the US are doing for advanced program for reactors, this is more or less scaled. So the blue bar for the US is more or less the entire European effort. So you see the massive difference in the US. They are devoting much more money, and they are accelerating. I plotted the US. It is the same for the UK. It is the same for many countries. It is the same for China. China, I tried to have the data to plot it. It's quite difficult, but still, the effort is much higher. Fortunately, effort in France is improving. But can we cope? Can Europe stop being an outlier? Actually, Europe is now an outlier. All the big regions of the world are increasing their R&D efforts. So to sum up, in order to successfully implement a transition towards zero carbon, R&D budget needs to be massively increased now. What is at stake is the coming decade.
It's now that we have to do this effort. The nuclear energy is widely seen as part of the solution to decarbonize the economies in general, not only the electricity sector, the economies. And finally, let's look at facts. Euratom budget is going down, while in other parts of the world, the R&D budget are very, very strongly increasing. Thank you very much. Yeah, indeed, very, very interesting numbers. Now, last but of course not least of the speakers of this panel is Mr. Hurelbeck, who will tackle the radioactive waste management. So somehow trying to cover the entire fuel cycle today, please. Merci Daniela. On va mettre les slides, s'il vous plaît. En regard de l'énergie produite, le nucléaire fait peu de déchets, mais il en fait. Aujourd'hui, en France, la plus grande partie du volume de déchets produits est stockée dans des centres, en surface, par l'ANDRA. Ce sont les déchets les moins radioactifs. Et les plus radioactifs, eux, ils sont parfaitement confinés aujourd'hui dans des installations d'entreposage, sur les sites des producteurs, mais cela ne peut être que provisoire, il faudra ensuite les stocker en profondeur, et c'est l'objet du projet CIGEO. Toutes les opérations qui seront nécessaires à l'avenir pour gérer les déchets nucléaires sont couvertes par le coût de vente de l'électricité au travers de provisions financières qui sont faites par les producteurs, à commencer par EDF. Pour définir les montants approvisionnés, on tient à jour périodiquement les volumes de déchets à produire dans le cadre d'un inventaire national des déchets de l'ANDRA qui constitue la base de la stratégie française de gestion des déchets. Les producteurs estiment les charges futures de la gestion des déchets et les dates prévisionnelles de paiement de ces charges à partir de données disponibles, y compris le calendrier prévisionnel de production et aussi de mise en stockage des déchets. Et ce calendrier va devenir un échéancier prévisionnel de dépenses futures pour caler les provisions. À titre d'exemple, la provision d'EDF représente un coût brut de 32 milliards d'euros pour la gestion de tous ces déchets. Et compte tenu de l'échéancier des dépenses et de l'actualisation, la provision d'EDF est aujourd'hui de 10,6 milliards et le projet CIGEO représente environ 75% de cette provision, c'est-à-dire un peu plus de 8 milliards. Les provisions financières des producteurs sont sécurisées par des actifs dédiés, séparés du bilan et contrôlés par une autorité indépendante. La suite. Alors, comment est-ce qu'on peut rapporter les coûts de la gestion des déchets au kilowattheure ? Ici, les 3 barres grises en haut représentent les coûts d'électricité pour un ménage moyen, respectivement en Allemagne en haut, la moyenne européenne au milieu et la France en bas. Ce sont des données datant de 2017 provenant d'Eurostat. Sur les 880 € que paye un ménage français moyen chaque année, 238 € correspondent à l'approvisionnement en énergie. Et que représente la gestion des déchets sur ces 238 €? Eh bien, environ 13 €. Sur la base de la décomposition des coûts du nucléaire qui a été établie par la Cour des comptes française en 2014. Alors, on va regarder plus précisément les coûts du projet CIGEO. CIGEO, ça consistera à placer les déchets les plus radioactifs au cœur d'une couche d'argile, très imperméable, à une profondeur de 500 mètres. Le confinement des déchets sera ainsi assuré pendant des centaines de milliers d'années, sans qu'il n'y ait plus besoin d'aucune action humaine une fois que nous aurons fermé l'installation. C'est clairement la seule solution complète pour la gestion à long terme des déchets les plus radioactifs qui est considérée comme telle par la communauté internationale. Le site argileux que nous étudions pour accueillir ce projet à la frontière des départements de Meuse et de Haute-Marne a fait l'objet de nombreuses études. L'ANDRA y exploite le laboratoire souterrain de Bure depuis 20 ans. Vous voyez ici une représentation schématique du projet CIGEO, pas du laboratoire qui est à côté, mais du projet CIGEO. Nous sommes aujourd'hui en pleine procédure pour demander la déclaration d'utilité publique de ce projet. L'enquête publique est d'ailleurs en cours. Vous pouvez y accéder sur l'Internet et y placer vos avis. Vous y êtes invités du reste. Et nous prévoyons de déposer la demande d'autorisation de création de CIGEO l'année prochaine. Et ensuite, il faudra
au moins 120 ans pour réaliser progressivement les ouvrages de stockage qui sont là, sur l'image en bas, dans la couche d'argile, et y placer les déchets. Pour établir le coût de ce projet, sur la base duquel les producteurs font leurs provisions financières, nous avons une procédure qui est définie par la loi. Le coût de 25 milliards qui fonde aujourd'hui les provisions a été fixé en 2016 par un arrêté ministériel, après un important travail de l'ANDRA, mais aussi de l'Autorité de sûreté nucléaire, et puis de ceux qui doivent payer, c'est-à-dire les producteurs. Ces 25 milliards, ils comprennent évidemment l'investissement de départ, mais aussi tous les coûts d'exploitation jusqu'à la fermeture de Cigéo au bout de l'ordre de 120 ans. Car le déploiement du Cigéo sera extrêmement progressif sur ces fameux 120 ans à venir, évidemment une fois que la création de l'installation sera autorisée par le gouvernement. En effet, on va creuser les ouvrages de stockage en souterrain au fur et à mesure de la mise en stockage des déchets. On va commencer par ce qu'on appelle une phase pilote, une phase industrielle pilote. Au terme de cette phase, il faudra une loi pour autoriser la suite du programme, en exploitant bien sûr les résultats de cette phase pilote que nous espérons bien sûr favorables. Cette suite consistera d'abord à stocker pendant plusieurs décennies les déchets que nous appelons de moyenne activité à vie longue, des déchets qui dégagent peu de chaleur. Et puis ce n'est qu'à partir de 2080 environ que l'on prévoit de stocker les déchets dits de haute activité, ceux qui concentrent le plus de radioactivité et ceux qui génèrent le plus de chaleur. Aujourd'hui, on considère que ces déchets achats sont des déchets vitrifiés qui sont produits par le recyclage, le retraitement des combustibles. Mais si on devait changer de politique et arrêter le recyclage en France, eh bien certains de ces déchets achats seraient alors remplacés par des combustibles usés, non retraités. Et nous devons nous assurer que Cigéo serait aussi capable de s'adapter à cette évolution de politique. Alors on s'y adapte en examinant ce que deviendraient les déchets à prendre en charge dans Cigéo selon divers scénarios, avec recyclage, avec différentes hypothèses d'exploitation du parc, ou avec un recyclage partiel, ou carrément avec un arrêt total du recyclage. Voilà, et avec ces différents scénarios prospectifs qui sont présentés dans l'inventaire national des déchets, un document public, avec ces différents scénarios qui vont peut-être revenir, oui, eh bien, on couvre l'ensemble des champs du possible pour Cigéo. Voilà, j'en reviens du moins j'essaye d'en revenir au coût fixé par arrêté ministériel en 2016. Donc en 2016, le coût qui avait été fixé, voilà, et on va pouvoir y aller, suivante peut-être. Voilà. Le coût qui avait été fixé était donc de 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros 2011. Pour couvrir la période, en fait, 2016-2156. Alors, ce coût, évidemment, intègre les incertitudes inhérentes à une évaluation sur une période aussi longue. Il prend en compte des opportunités d'optimisation technique de long terme. Il prend en compte les efforts de productivité de l'ANDRA. Sur ces 25 milliards, la phase pilote de Cigéo, donc le court et moyen terme, on va dire, correspond à un investissement de 6 à 7 milliards d'euros. Voilà, et je voudrais finir, si j'ai encore le temps, par un exercice que nous avons mené plus récemment dans le cadre de la demande de déclaration d'utilité publique de Cigéo. Il s'agit d'une évaluation socio-économique du projet qui consiste à vérifier que les dépenses publiques de fait, que le projet occasionnera sont bien justifiées, sont bien contrebalancées par les bénéfices que le projet apportera. Il apportera ça surtout aux générations futures, en essayant de valoriser en euros ces bénéfices et donc de mettre ces bénéfices socio-économiques à long terme en regard du coût du projet. Voilà, alors pour faire ça, on a comparé le projet Cigéo avec des options plus ou moins alternatives de gestion des déchets radioactifs, faire tout ou partie de Cigéo, miser davantage sur des recherches pour que d'autres solutions puissent émerger dans plusieurs dizaines d'années. On a aussi simulé 2 types d'évolution de la société, avec des taux d'actualisation différents. Un type d'évolution qui s'inscrirait dans la continuité actuelle de notre société, prospère, en paix, jouissant d'institutions fortes. Mais aussi, on a fait une seconde hypothèse d'évolution possible de la société, une société chaotique, dysfonctionnelle, en régression.
je ne vais pas dire en décroissance, ce ne serait pas très politiquement correct, en régression on va dire, mais qui de fait se traduit par des probabilités d'accident plus élevées sur des installations qu'on aurait laissées en surface, des installations d'entreposage qu'on aurait laissées en surface au lieu de faire CIGEO. Voilà. Et que conclut cette évaluation socio-économique? Que dans une société persuadée de sa stabilité perpétuelle, de son bien-être, de sa richesse perpétuelle, et aussi qui prioriserait l'intérêt de ses contemporains, l'intérêt de l'homme d'aujourd'hui par rapport à l'homme de demain, eh bien le calcul socio-économique nous conseillerait de ne pas faire CIGEO et de renouveler nos installations d'entreposage actuelles. Par contre, si on considère qu'il est possible qu'une défaillance sociétale intervienne à terme, ou bien si on considère tout simplement qu'il faut porter un intérêt important aux générations futures, alors ça se fait par le jeu d'un taux d'actualisation bas, eh bien alors c'est clair, l'étude socio-économique montre qu'il faut faire CIGEO. Voilà, donc CIGEO c'est un peu une assurance pour protéger les générations futures du risque de défaillance sociétale, pour simplifier. Et la prime qu'on doit payer aujourd'hui, qui est en gros le surcoût de CIGEO par rapport à une prolongation de l'entreposage, la prime que nous devons payer pour ça, on l'a évaluée à 8 milliards d'euros. Ça fait 118 euros par habitant en un seul versement. Alors ça, c'est des calculs pour des hypothèses économiques moyennes. Voilà, cette étude a été réalisée avec l'appui d'un groupe d'experts économistes. Il y en a un qui est ici présent. Et elle a fait l'objet d'une contre-expertise à la demande du secrétariat général pour l'investissement. Et au final, le SGPI a conclu qu'au regard de cette évaluation socio-économique, il fallait lancer CIGEO. Voilà, je vous remercie. Thank you so much. Questions from the audience? I would have a number of questions, but yeah, I know we are. Please, the mic. Thanks you very much for this last speech. My name is Björn Peters. I'm the Chief Financial Officer of a nuclear startup, Dual Fluid. One question, what about the nuclear waste? Is it going to be rechargeable or is it then buried for the eternity? So do you ever consider the option of reusing the nuclear waste for energy production? Yes, I have two answers. The first one is that in our reference project, we only consider waste from the reprocessing of spent fuel. That means that part of the spent fuel will be recycled. And at the end, would be recycled in a new fleet. That's the reference assumption. Second point, the law requires that CIGEO will be reversible, which includes some recoverability, retrievability of the disposed waste in case we change our mind in the future. But the intention is not to retrieve the waste. It's only an option in case. Thank you very much. We have one more question. Okay. Please, one more question from the back of the room. Pierre Filippi. Another question about waste. The late Physics Nobel Prize, which was awarded on laser technologies, has said that in 10 years, he will have developed laser technologies which take out radioactivity from nuclear waste. Are we joking, or are they serious, this one, or other researchers, to accelerate the decay? This relates to the option of transmutation of minor actinides, and why not transmutation in the far future of fission products. First answer, this does not concern the intermediate level waste that we plan to dispose of in CIGEO between from now to I would say 2080. These wastes are not concerned by these potential routes.
So anyway, whatever the transportation might be in the future, we need a geological disposal facility. Secondly, probably the transportation may be applied on future fuels, maybe for future fleets. It is probably not reasonable to consider that the high-level waste that have been produced and that are stored today above ground can be transmuted in the future. And finally, even if we in the far future, even if we develop new fleets with possibilities of transmutation, probably it's clear that there will be residual waste, maybe with a lower amount or to be disposed of. Anyway, the French strategy for waste management will include some research and development in the field of alternative routes for the management of the waste. So our strategy is open to potential progress in the future. Thank you very much. We have one more question from the room, please. Rapidement, est-ce que le risque est zéro avec les CGO, sachant que la Terre n'est pas stable, on a les volcans, on a plein de choses, est-ce qu'on ne risque pas un jour de voir une fontaine C'est une question assez récurrente. Les déchets existent, ils sont là. Alors vous pouvez les laisser en surface. Et si vous les laissez en surface, évidemment, ils sont particulièrement exposés à tout ce qui pourra arriver dans l'avenir, et en particulier si l'homme n'est plus capable de maintenir ses installations d'entreposage. Par contre, si vous les mettez au cœur d'une formation géologique qui a 130 millions d'années d'âge, qui est stable depuis 130, qui n'a pas bougé depuis 130 millions d'années, et dont on peut démontrer par la science qu'elle va continuer à confiner, elle est capable de confiner la radioactivité et que ça va durer longtemps. Alors nos modèles, ils ne vont pas à 130 millions d'années, on se contente de faire une étude de sûreté sur 1 million d'années. Sur 1 million d'années, oui, le risque il est totalement négligeable, bien sûr. Le risque devient important si vous laissez les déchets en surface. Okay, and one final question from the online audience. We are already over time, so one, please. Do I have the mic, please? Yes. Yes, please. Thank you. Merci, Michel, for your presentation. And I congratulate you on the launching of your public consultation on CGO. I have two comments actually that have to do with the last speaker, but also with the presentation of Michel Bouleret. One thing is we are talking about nuclear industry and we want to advance it and go ahead with it and develop it, both technically but also financially. At the same time, this is my first point, at the same time, we have never seen in Europe as futile research funds as we see today. We have big visions, but the money you put into the research are really, really very humble. That's one thing. And it goes also for the politicians, it's a signal. If they see, for instance, a country par excellence of the nuclear in Europe, France, really cutting down the research on very important projects, and other countries not joining in research for future nuclear, it gives a very big signal to our politicians that we're not really serious about what we want to do. This is my first point. The second point is actually has to do with governance. We have too many politicians in our Europe, in the EU, that actually are using, for instance, fire repositories as a tool not to
solution for your Spanish fuel or high-level waste. All we know, Michel just showed you that, of course there are. In my own country, Sweden, we do, but politicians are still using that in a very, how should I say it, not to be too politically incorrect, something that has to do with their own political parties rather than the country's best and even less the European best. So governance issues are a problem. The funding to research about nuclear projects is also a huge problem. So this is, I don't know if it's a question to anybody who wants to respond, but it's actually something that we have to deal with. So far, as regards Thank you. repositories in Europe, only Finland has gone all the way in a very constructive and efficient way. All the other countries are still, struggling. And not to say that they're doing, including my country and France, we are doing a very, very good job of that. Thank you very much for your comments. I'm sorry I have to interrupt you, but we are really already over our initial schedule. We'll have one quick reply from Mr. Charmezon regarding your comment about the budget. No, just, if you allow me just to follow up to the question, because it's exactly on the same thing. On the slide you showed, sir, you only showed the Euratom budget, and you compare it with the United States budget. What is to be done is to compare the global European budget, which means the Euratom funded budget, and what is also funded by the member states. And so it's a combination of everything which needs to be compared. I compare the public budget, that's a choice, but also you have to know that in the US there are private investors that were not there. I take your point, but what I wanted to show is the difference in magnitude in kind of federal budget, so to say, if we want to see Europe as a kind of federal layer. They are much lower in Europe, and also they are going in the opposite direction. I wanted also to stress the dynamics. While budget in the US are strongly increased, budget in Europe are going down. So that's a fact. And you're right, they are completed by national budget, and we see good signs in France with an increase of budget, but we are still a long way. There's still a long way to go. Again, international agency says we need to multiply it by more than 3 the R&D efforts over the coming decade. You can sum up all the budget if you want there. If you believe that nuclear is part of the solution, you'll see that we are not there. Thank you so much. And thank you everyone for joining me in commending the panel and inviting the next and the last session speakers, please. Thank you.